Strabon, un contemporain de Juba II, nous dit les Maurusiens, les Massaessiles, c'est-à-dire les Numides, leurs voisins, et d'une façon générale les Libyens, ou Libyques, c'est-à-dire l'ensemble des Berbères, ont presque partout le même équipement et se ressemblent pour tout le reste. Leurs fantassins se protègent avec des peaux d'éléphants, il y a en effet des éléphants qui pâturent jusqu'au nord de la péninsule Tingitane, en guise de bouclier, et se couvrent de peaux de lion, de léopard, d'ours et dorment dessus. Bien qu'ils habitent une région généralement si heureuse, les Maurusiens vivent cependant encore de nos jours d'une vie nomade. Pourtant, ils aiment beaucoup une certaine recherche. Ils tressent leurs cheveux, leurs barbes, portent des bijoux, se soignent les dents et les ongles. La vie de ces peuples, à en juger par leur nourriture et leur habillement, est extrêmement simple. Ils pratiquent la polygamie et ont des enfants en grand nombre. Ils ressemblent d'ailleurs beaucoup aux Arabes nomades. Et tout cela nous interpelle, puisqu'évidemment, lorsque les conquérants arabes arrivent à la fin du 7e siècle, ils vont très rapidement se rapprocher des Berbères du fait d'un certain nombre de systèmes culturels, institutionnels, similaires, apparentés. Et il y a eu donc une assimilation très rapide qui se fait avec les Berbères qui sont considérés très rapidement comme étant des musulmans juridiquement, contrairement à l'ensemble des populations de l'ancien Empire romain. Ce sont les seules populations qui sont d'ailleurs en marge de l'Empire romain à cette époque-là à être immédiatement considérées comme des musulmans par défaut, comme les Arabes. Je referme cette parenthèse, mais c'est intéressant donc de voir évidemment qu'on retrouve cette forte importance de la vie nomade, même si on a des grandes cités et on a beaucoup de céréaliculture en réalité. On a encore cette idée que les Maurusiens, par exemple, donc les Berbères du Maroc du Nord, sont majoritairement nomades. Et on va revenir aussi sur la question de la polygamie. Alors Strabon nous explique un certain nombre de choses sur l'attachement des populations berbères aux chevaux. L'élevage des chevaux est pour les rois l'objet de soins particuliers, si bien que les recensements officiels accusent chaque année la naissance de 100 000 poulains. Strabon associe aux monarchies numides et maures l'élevage de chevaux, un petit peu ce qu'on va retrouver à nouveau dans le contexte marocain, à l'époque alaouite, donc des grandes écuries royales. Ils combattent la plupart du temps à cheval au javelot, ils se servent d'une bride faite en jonc et montent à cru. Alors le combat correspond exactement à ce qu'on va retrouver à l'époque moderne jusqu'au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on commence à changer et les lances ou javelots sont remplacés par les fusils modernes qui permettent de tirer dans le cadre de ce qu'on appelle les charges de fantasia, le baroud. Donc le baroud, c'est le produit de cette façon particulièrement nord-africaine, berbère, de faire la guerre, à cheval et au javelot. Donc on charge, et tous ensemble, on jette son javelot, et on se disperse. C'est vraiment ce qui va être transformé en baroud au XVIIIe siècle. Ils montent de petits chevaux vifs et si dociles qu'on les conduit avec une baguette, qui suivent leur maître comme des chiens, sans être tenus en bride. Et donc là, évidemment, ce sont des allusions à ces chevaux, qui sont les chevaux barbes, au sens de barbe, au sens de berbère, de barbare, comme barbarie. Alors on a un certain nombre aussi de traditions sur l'origine plus ou moins mythique des Berbères. Hérodote nous dit que les Libyques n'avaient pas connaissance des Achéménides, qui étaient les empereurs du monde entier à l'époque d'Hérodote. Les Grecs faisaient ce qu'ils pouvaient pour survivre à la marge, soit comme province vassale, soit comme royaume tributaire de l'empire achéménide. Mais pas les Libyques, nous dit Hérodote. Et pourtant, il leur remarque des similarités avec les Massagètes, qui sont des groupes ethniques nomades, scythes, de Transdoxia, c'est-à-dire au-delà de l'Oxus, c'est-à-dire l'Ouzbékistan actuel. Salluste, plus tard, au 1er siècle avant notre ère, dans le contexte de la guerre de Jugurtha, nous raconte d'autres étymologies et d'autres histoires, tout aussi fantaisistes. Les Libyens seraient mêlés aux Arméniens et aux Mèdes, donc on voit que ça n'a rien à voir avec ce qu'Hérodote pouvait dire, et les Gétules aux Perses nomades. Et c'est à nouveau des associations qui sont faites liées au mode de vie, un peu comme Strabon comparait les Maures aux Arabes. Là, on compare les Berbères aux Iraniens nomades, en rapport en fait à des modes de vie similaires dans des environnements écologiques similaires. Tout ça remonte à des traditions phéniciennes où l'ennemi libyque est associé à l'ennemi perse du pays d'origine. Quand les Phéniciens débarquent en Afrique du Nord, leurs ennemis, les hommes du roi Anté, sont aussi associés aux ennemis du pays d'origine, ceux qui conquièrent la cité-mère de Tyr au VIe siècle. On retrouvera donc ce mythe de l'origine orientale des Africains, des Nord-Africains, des Berbères, à l'époque proto-byzantine et islamique. Alors Flavius Joseph, qui est un peu l'équivalent de Polybe au IIe siècle avant, Flavius Joseph pour le 1er siècle de notre ère, un aristocrate judéen, qui devient un esclave des empereurs de la dynastie flavienne, bientôt un affranchi, et qui va donc rédiger une histoire des guerres juives où il transfère l'ensemble des connaissances grecques et hébraïques et araméennes qu'il possède en latin. Et il nous raconte dans les générations qui descendent de Cham. Phoutès fonda la Libye et nomma de son nom les habitants phoutiens. Il y a même un fleuve dans le pays des morts qui a ce nom. Plusieurs historiens grecs en font mention, ainsi que du pays qu'il baigne, la Phoutée. J'ignore complètement de quoi il parle. Mais ce pays a changé de nom, celui qu'il a aujourd'hui vient d'un des fils de Mesraïm, donc Mesraïm, un autre descendant de Cham, qui veut dire l'Égypte, qui s'appelle Lybis. Je dirai prochainement pourquoi on en est venu à l'appeler aussi Afrique. C'est un des fils de Mesraïm, un des fils d'Égypte, qui s'appelle Libye et Afrique.
dans une généalogie complètement fantasque. Les fils de Canaan, fils de Cham, eurent des fils à leur tour. Chous en eut 6, Saba donne naissance aux Sabéens, donc là c'est le Yémen, ça ne nous concerne pas, et Vilas aux Éviléens, les Gétules d'aujourd'hui. Donc il fait une étymologie à partir donc de généalogie biblique ou parabiblique pour donner une origine aux Gétules, autre groupe donc berbérophone d'importance. Et ensuite donc Juda fonda les Joudadéens, peuple de l'Éthiopie occidentale. En fait, dans ses recherches par rapport aux fils de Cham ou aux fils de Canaan, il identifie les Éthiopiens et il identifie aussi l'ancêtre des Éthiopiens occidentaux, donc les Éthiopiens d'Aratit de Pline, les habitants des oasis du sud marocain. Alors on a parlé un petit peu de la polygamie dont Strabon faisait mention et qu'il rapprochait justement des mœurs des Arabes nomades. Et cela doit à nouveau nous rapprocher de ce que disait Hérodote à ce sujet, à propos des berbérophones de la Libye actuelle, de la Tripolitaine. Lorsqu'un Assamonde se marie pour la première fois à la première nuit de ses noces, la mariée accorde ses faveurs à tous les convives. Et chacun lui fait un présent qu'il a apporté de sa maison. Salluste, au 1er siècle avant notre ère, nous dit « Le mariage n'est pas chez les Numides et les Maures ». Il ne parle plus des Libyques ou des Nassamondes parmi les Libyques, il parle bien des peuples du 1er siècle, les Numides à l'est, les Maures à l'ouest. Une chaîne bien lourde. Le même individu pouvant, suivant ses ressources, prendre plusieurs femmes, 10 et même davantage, et les rois encore plus. Deux choses qui surprennent les membres de la culture gréco-romaine, c'est le fait que les liens, en fait, la chaîne justement du mariage, les liens du mariage ne sont pas très resserrés. On se marie et on divorce, et on peut prendre autant de femmes que l'on veut. Et c'est à nouveau évidemment des coutumes qui vont rapprocher les Berbères et les Arabes, comme le souligne Strabon. Entre cette foule de femmes se partagent les sentiments du mari, aucune n'est vraiment pour lui une compagne, et il fait aussi peu de cas des unes que des autres. Donc il y a une forme de distanciation genrée qui, à nouveau, rappelle des mécanismes qu'on retrouve dans le Maghreb médiéval et moderne. Et Pomponius Mela, qui lui aussi reprend un petit peu Hérodote probablement, donc il parle cette fois-ci lui des morts. Suivant une coutume solennelle, leurs femmes s'abandonnent la première nuit de leurs noces à tous ceux qui leur apportent des présents, et plus le nombre en est grand, plus elles sont fières. Du reste, une fois quittes envers l'usage, elles sont d'une rare chasteté. On nous présente aussi des femmes qui ne sont pas intéressées par l'activité sexuelle, mais qui, en revanche, valorisent leur importance en fonction de l'attractivité qu'elles ont pour les hommes. D'autres éléments culturels importants, c'est évidemment le culte des mânes, comme on dit à Rome, pour désigner le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres est important dans toutes les sociétés, mais il apparaît être vraiment au cœur de la religiosité et de la spiritualité des Libyques, des berbérophones, des Numides, des Maures, des Gétules et des Garamantes. Hérodote, déjà au 5e siècle avant notre ère, en parlant des Nassamondes, nous dit voici leur manière de faire des serments et d'exercer la divination. Ils mettent la main sur le tombeau des hommes qui ont parmi eux la réputation d'avoir été les plus justes et les plus gens de bien, et jurent par eux. Pour exercer la divination, ils vont au tombeau de leurs ancêtres. Ils y font leurs prières et ils dorment ensuite. Si pendant leur sommeil ils ont quelques songes, ils en font usage dans leur conduite. Et Pomponius Mela, dont on a vu qu'il reprenait un petit peu Hérodote, nous dit à propos des Aogiles, ne connaissent d'autres dieux que les mânes, donc que le culte des ancêtres. Ils jurent par eux, les consultent comme des oracles, et quand ils leur ont adressé quelques vœux, ils se couchent sur des tombeaux et prennent leur réponse de songes qu'ils ont pendant le sommeil. Donc c'est un résumé d'Hérodote, mais apparemment toujours valide au 1er siècle de notre ère. Ce qui implique que, en fait, on a un culte des ancêtres qui rejoint le culte des rois défunts, qui explique ces grands tumulus, voire ces tombes royales comme le Midrasen, comme la tombe de Juba II, et ce culte à nouveau des rois défunts par rapport aux rois vivants avec qui les attaches sont beaucoup plus relâchées, nous expliquera-t-on à l'époque romaine tardive et tardo-antique, paradoxe, mais qui rejoint donc ce culte des ancêtres, le culte des tombes de saints, des gens de valeur. Il n'y a pas que les ancêtres, il y a les ancêtres et les gens de valeur, c'est vraiment, ça rejoint le culte des saints qu'on va retrouver aussi au Maghreb médiéval et moderne. Et puis, un des clichés sur le monde berbère, et en particulier sur le monde berbère occidental, sur le Maroc actuel, c'est la pratique de la magie. On trouve également ce cliché à l'époque romaine. Virgile, qui écrit à l'époque d'Auguste, nous parle justement de Didon, qui a besoin d'avoir recours à la magie, et on va lui conseiller, près des limites de l'océan, là où se couche le soleil, donc au Maroc. Il est un lieu aux confins de l'Éthiopie, rappelez-vous les Éthiopiens allaient jusqu'à la région de Safi, peut-être plus au nord, peut-être de Mazagan, où le géant Atlas fait tourner sur ses épaules l'axe semé d'étoiles de feu. On m'a présenté une prêtresse massilienne, issue de là-bas. Évidemment, elle parle des Numides, donc c'est une Numide, mais qui est originaire de Maurusie, ou voire éthiopienne. Gardienne du temple des Hespérides. Peut-être s'agit-il du temple de Poséidon à Mazagan ou à Saphir, un des caps, le cap de Soloïs. Je vous renvoie évidemment à l'épisode 2. Je le jure par les dieux, par toi, par ta tête aimée, c'est à contre-cœur que je recours aux arts de la magie. Tu feras dresser secrètement un bûcher dans le palais à ciel ouvert. Dion Cassius, à l'époque vraiment du bas empire, un contemporain de Caracalla, on reviendra sur ça dans la deuxième partie de l'épisode. Dans cet embarras, un indigène allié décida, Dosidius Geta, qui est un des conquérants de la Mauritanie dans les années 40, à recourir aux incantations et à la magie, lorsqu'ils étaient au milieu du désert, perdus au milieu du désert, harcelés par les rebelles morts.
affirmant que souvent un pareil moyen avait amené de l'eau en grande quantité. En effet, il en tomba du ciel une si grande abondance que l'armée put éteindre sa soif et que les ennemis furent effrayés, pensant que c'était un secours divin survenu à leurs adversaires. Aussi se décidèrent-ils spontanément à traiter de la paix. Donc c'est un mort auxiliaire de l'armée romaine conquérante qui, contre les rebelles, perdus en plein désert, décide de faire de la magie pour invoquer la pluie, et donc c'est ce qu'on retrouve dans le culte de la Taronja berbère moderne. La magie est souvent affaire de femmes, comme la prêtresse venue des confins de l'Occident du jardin des Hespérides, du temple des Hespérides de l'Éthiopie. On y reviendra dans l'épisode 5. Tacite, qui écrit lui autour de l'encens, à l'époque de Trajan, sur qui on va revenir, nous parle de la rébellion des Gétules, menée par Tacfarina. C'était un numide qui était un auxiliaire de l'armée romaine en Africa Nova intégré à l'Africa. Et puis, il va rallier un groupe de Moussoulams, qui sont une branche des Gétules qui vivent dans les Aurès à ce moment-là. Entre 17 et 24, il va mener une guerre terrible à la province proconsulaire d'Afrique. Et il va recevoir le soutien de Maures, ce que nous explique Tacite. Des Maures donc qui sont en rupture de banc par rapport à Ptolémée, Ptolémée qui se désintéresse en fait des affaires intérieures, et les Maures donc qui se révoltent contre le fait d'être gouvernés par les esclaves de Ptolémée. Alors les deux proconsuls d'Afrique successifs, Blaessus et Dolabella, sont envoyés pour l'écraser. Mais en fait on se retrouve année après année à devoir recommencer, on est sous Tibère, de recommencer les mêmes entreprises. Donc déjà 3 statues couronnées de laurier s'élevaient dans Rome, et Tacfarinas mettait encore l'Afrique au pillage. Puis, convaincu par l'expérience de plusieurs campagnes qu'une armée pesante et marchand en un seul corps n'atteindrait jamais des bandes vagabondes, qu'on est bien dans une stratégie de guérilla, de harcèlement, contre une armée qui est impuissante, à part à conquérir le territoire, ce qu'elle ne veut pas s'employer à faire. Ils appellent le roi Ptolémée, avec donc les groupes Maures, partisans de la monarchie de Césarée, qui forment 4 divisions donc d'auxiliaires qu'ils donnent à des lieutenants ou à des tribuns. Les officiers Maures choisis conduisaient au butin des troupes légères, lui-même dirigeait tous les mouvements, et il est probable que parmi eux, on va retrouver le fils de Bosta dont on parlera tout à l'heure. Après la victoire, justement, contre les Gétules Moussoulams et Tacfarina, tous les confins donc de l'Africa qui étaient pas vraiment contrôlés vont être intégrés dans l'Empire et une zone de colonisation pour la céréaliculture. Donc la Mauritanie, maintenant, elle est complètement le dernier recoin de monde libyque qui n'est pas directement sous contrôle romain. Et c'est là qu'un événement va tout changer. Un événement complètement imprévu va conduire, comme on voit sur cette mosaïque de Tipaza extraordinaire, la Mauritanie à se retrouver captive des Romains. Je disais que Tacite nous expliquait que la rébellion Gétule et de Tacfarinas, qui est un numide issu d'une famille d'auxiliaires de l'armée romaine, s'était accrue du secours des morts massaïcides, des morts de l'Algérie actuelle, qui, abandonnés par la jeunesse insouciante de Ptolémée, fils de Juba, au gouvernement de ces affranchis, s'étaient soustraits par la guerre à la honte d'avoir des esclaves pour maîtres. Suétone, qui est l'auteur de la vie des 12 Césars, qui va de César au 11e empereur romain, une de ces 12 vies, qu'il consacre à l'empereur Caius Caligula, il évoque l'élimination du roi de Mauritanie, Ptolémée, qui est son cousin, le cousin de Caligula. Et il l'intègre dans un registre où il nous parle en fait de tous les vices de cet empereur Caligula qui finira assassiné. Et avant d'être assassiné, très peu de temps avant d'être assassiné, Caligula a assassiné Ptolémée. C'est ça l'événement, la rupture majeure de cette histoire. Il explique comment il traita ses proches et ses amis, tous pour prix de leur parenté ou de leur service, périr d'une mort sanglante. Ptolémée, par exemple, fils du roi Juba et cousin de Caligula, car il était petit-fils de Marc-Antoine, étant né de sa fille Sélénée, ce prince qu'il avait fait venir de ses États, et qu'il avait honorablement reçu, tomba sous ses coups, uniquement parce qu'en entrant dans l'amphithéâtre où Caius Caligula donnait des jeux, il avait attiré les regards de l'assemblée par l'éclat de son manteau de pourpre. Donc il faut faire un tout petit encadré là-dessus. Donc je vous ai mis des photographies de ces coquillages, qu'on a appelé pendant longtemps le murex, mais qui aujourd'hui a un nom scientifique différent. Ce murex de Mauritanie, qu'on trouve en fait tout le long de la côte méditerranéenne, mais également dans l'espace atlantique, aux mêmes latitudes, au Portugal, au Maroc, donc qui était en particulier la spécialité des îles purpuraires d'Essaouira, de Mogador, était donc un produit d'exportation des plus importants et des plus luxueux de l'Afrique du Nord, et tout particulièrement du royaume de Mauritanie. Ce qui explique que Ptolémée était connu pour avoir une des toges de pourpre les plus belles, et cela aurait rendu jaloux Caius Caligula. En fait, on ne sait pas pourquoi il l'a assassiné, peut-être simplement planifiait-il d'intégrer la Mauritanie en tant que province impériale, ce qui va être fait par son successeur Claude, après qu'il l'ait lui-même fait assassiner Caius. Aédémone, donc qui est son esclave affranchi, son client, lance une insurrection pour venger Ptolémée contre l'autorité romaine. Or, il se trouve que l'autorité romaine n'a pas attendu qu'il y ait une révolte, et que même si on essaye de faire passer l'assassinat de Ptolémée pour un acte de tyrannie locale, avait quand même comme projet d'envahir la Mauritanie. Donc le discours officiel romain, ça va être de réprimer la rébellion qui est
interprétée comme une rébellion contre l'autorité légitime de Ptolémée, alors qu'il s'agit d'une rébellion pour le régime de Ptolémée contre les Romains, pour venger Ptolémée des Romains. Donc on a une véritable guerre civile à l'intérieur de la Mauritanie. Aédémone, donc le client, s'allie avec un leader mort local, Salabus, et donc de 40 à 44, on a la guerre. On a le proconsul d'Afrique nommé en 42, Sulpicius Galba, Suetonius Paulinus, qui est nommé propréteur pour la Mauritanie, donc elle est déjà conçue comme une province impériale de rang prétorien, en 40-42. Donc on l'envoie pacifier cette rébellion contre l'autorité romaine qui est un héritier naturel en fait du royaume de Ptolémée. Donc ce qui montre bien que le royaume était un royaume fantoche, un protectorat qui était en fait une colonie déguisée, un petit peu comme la Tunisie ou le Maroc à l'époque coloniale française. Et puis on a donc le deuxième propréteur, Ossidius Geta, qui est le successeur de Suetonius Paulinus, et c'est probablement à ce moment-là que la République des Saliens, la République de Sala, va se rapprocher de l'État romain, puisqu'on a un certain nombre de Saliens qui vont être naturalisés à son époque, puisqu'ils portent son nom. Alors comme à l'époque de Tacfarinas, Dion Cassius nous explique qu'on a beau se faire croire chaque année qu'on a gagné, la rébellion continue.